Nous sommes le 31 juillet. C'est pour moi un immense privilège, un grand honneur et un bonheur extraordinaire d'inviter sur notre chaîne quelqu'un dont j'admire le travail depuis très longtemps. Il s'appelle Danny Haiphong. Vous le connaissez très bien et il apporte une voix tout à fait unique à tout ce que nous faisons. Je vais bientôt lui passer le micro. Mais avant cela, je voudrais vous demander, si vous appréciez ce que nous faisons, de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner. Les algorithmes apprécient ça. Et si vous souhaitez devenir membre payant afin de recevoir tout ce que nous proposons en matière de notes d'information sur la sécurité, rendez-vous sur notre page Substack. Devenez membre payant pour 5 $ par mois, une somme très modeste, et vous recevrez ces briefings chaque semaine directement dans votre boîte mail. Sur cette introduction, je vous en prie, Danny. Lapstitskavu. Merci. C'est toujours un plaisir d'être ici. Eh bien, je pense que le thème ici devrait être de changer les réalités sur le terrain. Et c'est exactement ce que fait l'Iran. Et je sais que nous recevons des informations à ce sujet, sur la manière dont l'Iran utilise réellement cette période. Ce n'est plus la période du protocole d'accord, qui a été complètement gaspillée et réduite en cendres par l'administration Trump, par l'Empire américain, à ce stade. Donc, l'Iran, en ce moment, malgré l'absence d'une campagne aérienne américaine cohérente et d'une campagne d'agression américaine contre l'Iran, c'est très incohérent à ce stade. Il y a des jours où il y a des frappes. Il y a des jours où il n'y a pas de frappe contre l'Iran. Mais ce qui est cohérent et ce qui ressort maintenant, c'est que l'Iran cherche non seulement à se défendre, mais aussi à modifier concrètement la situation sur le terrain afin d'obtenir exactement ce qu'il disait vouloir dans le protocole d'accord et par la suite. C'est-à-dire, bien sûr, le respect de sa souveraineté, ainsi que toutes les différentes dispositions que cela implique, de la reconstruction jusqu'à la levée des sanctions. Et bien sûr, la fin de toute possibilité pour les États-Unis, et Israël aussi, d'attaquer à nouveau l'Iran. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est ce que je suis. Je sais que vous le suivez aussi. Nous le constatons chaque jour. Même lorsque l'Iran ne frappe pas des bases américaines, il réduit, voire détruit, la possibilité pour toute force présente dans la région de s'ingérer dans ses affaires. Nous le voyons chaque jour à la frontière irakienne avec l'Iran, à Erbil, et avec les frappes iraniennes contre les forces kurdes sur place. Je sais que nous parlions, avant l'émission, de la situation actuelle en Irak et de la manière dont les États-Unis, et il faut inclure l'Arabie saoudite dans cette discussion, s'engagent dans ce qui est en réalité une campagne suicidaire et désespérée, visant à faire porter aux forces de mobilisation populaire en Irak la responsabilité des difficultés de l'Arabie saoudite. Tout cela indique qu'un piège incontrôlable est en train de se refermer sur l'administration Trump et sur les États-Unis. Une chose est claire, contrairement à ce que Trump dit chaque jour, à ce que Pete Hegseth dit chaque jour, à ce qu'on entend chaque jour de la part de responsables américains via Axios, cette désinformation et cette mauvaise évaluation qu'on nous sert, selon laquelle l'Iran est faible, qu'il n'a plus rien, et que les États-Unis gagnent absolument du levier grâce à leur campagne limitée contre l'Iran à ce stade, c'est l'inverse qui est vrai. Et je pense que la prolifération, compte tenu du plan de l'Iran tel que nous le connaissons maintenant, consiste à changer les faits sur le terrain et à profiter des prochaines semaines pour obtenir ce qu'il veut des États-Unis, la fin de cette guerre et les conditions nécessaires pour réellement rendre justice face à ce crime, à la fois pour l'Iran et pour la région. Ces 2 prochaines semaines vont être cruciales. Et nous voyons chaque jour, surtout ces derniers jours, que l'Iran fait clairement savoir ce qu'il fait.
Cela expulse les États-Unis de la région. Et le Wall Street Journal rapporte que le Koweït devient un point très sensible pour les États-Unis. Des responsables américains parlent avec l'administration Trump, des responsables de la défense, ces soi-disant experts, les maîtres de la guerre. Ils disent tous que le Koweït n'est peut-être plus un bon endroit pour maintenir des forces américaines. Ils ont déjà évacué massivement à cause des frappes iraniennes. Maintenant, ils évoquent une fin définitive des opérations américaines et du stationnement de forces américaines sur place. Et puis, il y a la Jordanie. On le sait déjà, on en a parlé, vous en avez parlé dans votre émission, j'en ai parlé dans la mienne. La dévastation totale que l'Iran a infligée aux bases américaines en Jordanie, en particulier à la base aérienne Mouafaq al-Salti. Donc, vraiment, ce que fait l'Iran est très clair, publiquement comme en privé. Ce qui est stupéfiant, je pense, c'est que les informations qui sortent montrent que l'Iran, ce n'est pas une série de frappes au hasard, ce qu'on appelle souvent des représailles. Non. L'Iran met en œuvre depuis longtemps déjà, on peut soutenir que c'est le cas depuis le début de la guerre, mais surtout depuis le début de la nouvelle vague de frappes il y a quelques semaines, une véritable stratégie bien planifiée et bien armée pour éroder lentement et désormais plus rapidement les forces américaines, de façon à faire de cette guerre un désastre irréparable pour les États-Unis. Et je pense que c'est quelque chose d'historiquement sans précédent. Je ne crois pas que nous ayons jamais vu cela dans l'histoire. Nous avons vu, au fil des années et des décennies, des peuples et des pays accomplir des choses très héroïques à travers le monde. Mais ce que l'Iran fait militairement aux États-Unis est tout simplement sans précédent, surtout depuis 1945. Et bien sûr, en particulier depuis 1991, quand les États-Unis ont déclaré qu'ils étaient les seuls maîtres à bord. Aujourd'hui, les États-Unis font face à un Iran qui, malgré toutes les tentatives visant à réduire la région en gravats, en poussière, à la plonger dans le chaos, comme ils l'ont fait pendant tant d'années et de décennies, reste très solide, et sa stratégie est appliquée à la lettre. Et je pense que c'est ce qui provoque autant de frustration au sein de l'administration Trump, où chaque réunion avec des responsables américains, désormais au cœur de l'administration, respire la frustration, le désespoir absolu. Et je pense que c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment quelque chose à voir. Eh bien, Denny, tout ce que vous avez dit est confirmé à 100% par les sources auxquelles nous sommes liés. Elles nous fournissent des informations qui, selon nous, viennent directement de personnes impliquées dans ce qui se passe dans la région. Et il s'y passe beaucoup de choses. Nous pensons que ces informations sont vraies. Sinon, nous ne ferions pas ce travail. Et j'aimerais simplement ajouter quelques points à ce que vous venez de dire. Nous ne disons rien sans disposer d'informations très solides, de faits qui étayent nos propos provenant de personnes présentes dans les salles où les décisions se prennent, impliquées sur le théâtre de la guerre. Donc les informations venant des dirigeants iraniens indiquent qu'ils ont tout simplement perdu patience avec M. Trump. Ils ont essayé à chaque fois de revenir à la table des négociations. Après que Trump est allé voir Asim Munir en courant, l'a supplié d'organiser une rencontre, l'a supplié de faire ceci ou cela. Et Asim Munir, il faut le reconnaître, un maréchal pakistanais, a toujours tenu ses promesses. Il y a donc quelques jours, nous rapportions que le protocole d'accord était de retour. Eh bien, il est peut-être revenu pendant quelques heures seulement, avant d'être détruit une fois de plus par Trump. Les informations les plus récentes qui confirment tout ce que Denny a dit indiquent donc que l'Iran a décidé, que ses dirigeants ont décidé. Hors de question de croire quoi que ce soit qui sorte de la bouche de Trump. Nous allons imposer la décision sur le terrain. Et c'est ce qui se passe. Et c'est cela qui est sans précédent.
Et c'est exactement cette désinformation qui alimente celle venant de Washington. Oh, nous avons détruit l'Iran. Oh, nous avons fait ceci. Oh, nous avons fait cela. Alors que rien de tout cela n'est vrai. C'est ce qui s'est produit à chaque fois auparavant, avec l'Irak, avec l'Afghanistan, et si l'on remonte dans l'histoire, au Vietnam, puis en Irak. Un ensemble complet de mensonges, un ensemble complet d'inepties, et les faits sur le terrain étaient totalement différents. Autre fait très important, dont aucun média à ma connaissance n'a parlé. Un mouvement massif d'armes part de Chine et passe par le port de Gwadar pour rejoindre l'Iran. Les médias occidentaux se concentrent sur un très petit envoi de missiles solaires portables qui a eu lieu il y a quelques jours. Mais je peux vous affirmer en toute confiance, parce que j'ai parlé à des personnes qui ont été témoins de cette transaction, qui ont vu le transit, que l'Iran est très confiant dans ce qu'il fait, parce qu'il reçoit de la Chine des armements considérables, létaux et très avancés. Cela lui permet non seulement de frapper, mais aussi de se défendre. C'est une très grande amélioration de sa capacité à résister à tout ce que les États-Unis peuvent lui envoyer. L'Iran impose donc désormais les faits sur le terrain, et nous pensons que d'ici 2 semaines, la situation va se résoudre d'elle-même. Nous sommes dans les toutes dernières étapes. Nous ne nous dirigeons pas vers les toutes dernières étapes. Nous y sommes. À vous, Danny. Il faut se demander, ou plutôt, les téléspectateurs devraient se le demander en regardant ceci. Pourquoi les États-Unis n'ont-ils pas essayé de frapper plus profondément en Iran? Pourquoi n'ont-ils pas tenté de mener une campagne bien plus vaste que celle qu'ils mènent depuis plusieurs semaines, avec en réalité des périodes sporadiques où il ne se passe absolument rien? Pas de frappe aérienne, pas de lancement de HIMARS, pas d'ATA-CMS tirés depuis des endroits comme le Koweït, rien. Alors, il faut se demander, pourquoi cela se présente-t-il ainsi aujourd'hui? Et bien sûr, notre ami commun sur cette chaîne, et évidemment une figure importante de cette chaîne, Larry Johnson, parle souvent de la diminution des quantités d'armement et des stocks d'armes des États-Unis, en particulier en ce qui concerne les défenses aériennes, les munitions à distance et ce genre de choses. Cela rend, bien sûr, beaucoup plus difficile le maintien d'une campagne plus longue. Et c'est, bien sûr, vrai, à 150%. Mais nous devons aussi examiner, comme vous l'avez dit, la capacité de l'Iran à se défendre, pas seulement à frapper des bases américaines, mais à rendre très difficile le lancement d'une campagne plus vaste par les États-Unis. Par exemple, dans le domaine de ses propres défenses aériennes, nous les avons vus prospérer. Nous avons vu cette dynamique se manifester plus tard, lors de la vague initiale de frappe, le grand premier round de la guerre que les États-Unis et Israël ont lancé à partir du 28 février. Nous l'avons vu vers la fin, avant la signature du protocole d'accord, ce qui est arrivé aux chasseurs F-15 et tout le chaos qui a suivi l'abattage d'un F-15. Cela risque fort de se reproduire de manière démultipliée si les États-Unis tentent de pénétrer plus profondément dans l'espace aérien iranien. Précisément parce que l'Iran dispose de ses propres défenses aériennes. Et comme vous l'avez dit, l'Iran est approvisionné par des pays amis, la Chine et la Russie. Je suis certain que la Russie aide aussi l'Iran, que ce soit en lui fournissant directement des armes de pointe ou, comme me le disent beaucoup de mes contacts chinois, simplement en lui vendant diverses pièces et divers éléments dont l'Iran a besoin pour son économie. Ces éléments peuvent facilement être utilisés à des fins militaires et ne peuvent que renforcer la capacité militaro-industrielle de l'Iran. C'est évidemment le droit de la Chine de commercer avec l'Iran comme elle l'entend, surtout sur le plan économique, sans se préoccuper de l'usage que l'Iran fait de ses biens, car cela ne relève pas du droit de la Chine. L'Iran a le droit d'utiliser comme il l'entend les matériaux
les ressources et autres biens économiques qu'il reçoit d'autres pays. Donc je pense que c'est une dynamique majeure à l'œuvre ici. L'Iran a la capacité de se défendre contre des frappes plus importantes. Donc, quoi que veuillent les États-Unis, même s'ils lançaient, disons, une campagne d'une semaine pour pénétrer de plus en plus profondément en Iran, pour intimider, disons, les habitants de Téhéran, bon, courage, ou intimider les habitants du centre de l'Iran, ça ne marcherait pas. Mais il est probable que cela se terminerait en catastrophe. On pourrait voir 1, 2, 3 ou 4 fois plus d'avions de chasse, de F-35 et de F-15 abattus dans le ciel. Et c'est un risque que les États-Unis ne peuvent pas prendre, parce que la guerre est déjà très impopulaire aux États-Unis. Cela a déjà un impact économique majeur. Maintenant que la situation est devenue régionale, le conflit l'est davantage qu'il ne l'était déjà auparavant. Et avant même cette dernière série de frappes, cela ne fait qu'accentuer la pression sur l'économie. Je suis sûr que vous avez vu les informations selon lesquelles l'économie saoudienne s'est contractée de près de 5% au dernier trimestre. Et cela va empirer, parce que le Yémen, Ansar Allah, le très bon ami de l'Iran, mène désormais un contre-siège contre l'Arabie saoudite. Et c'est très efficace. Et l'Iran vient d'annoncer, à l'instant même, que le détroit d'Ormuz n'est pas seulement fermé, mais que tout navire qui tentera de passer par ce prétendu corridor omanais sera frappé et refoulé. Et c'est exactement ce qui est déjà arrivé à plusieurs navires au cours des dernières 24 heures. La situation est donc très sombre pour les États-Unis. Les États-Unis auraient tout intérêt, en réalité, à revenir à une forme de processus de négociation. Je dis toujours que si l'on se place dans l'esprit des maîtres de la guerre, des bellicistes ou des néoconservateurs, pourquoi ne pas saisir l'occasion de souffler un peu, de s'arrêter, d'essayer? Même si vous essayez de duper l'Iran, ça ne marchera pas. Mais même si vous essayez de dire, il faut peut-être lui donner un peu plus de temps, peut-être des jours ou des semaines, et pas seulement des heures, comme vous l'avez dit précédemment, avec la période du protocole d'accord. Peut-être qu'on se donne quelques semaines pour faire mûrir l'idée de concession. Peut-être qu'on y revient plus tard, à l'avenir. Mais malgré tout, les États-Unis ne semblent même pas capables de faire ça, ne serait-ce que d'essayer d'influencer le processus de négociation. Et je pense que c'est un très grand signe de faiblesse. Je sais que certains, dans les médias indépendants, le pensent, et je comprends leurs inquiétudes. Ils estiment que, vous savez, en ce moment, la situation donne l'impression que les États-Unis tentent de mettre en place une sorte de blocus stratégique mondial de l'énergie pour acculer les marchés de l'énergie, affaiblir l'ensemble du monde multipolaire dans le cadre d'une campagne stratégique très coordonnée d'asphyxie, en étranglant les points d'étranglement, si l'on peut dire. Et même si la stratégie impériale de sécurité nationale des États-Unis disait clairement que sous l'administration Trump, c'était ce qu'elle voulait faire, en recentrant ses efforts sur certaines régions du monde, et bien sûr en s'attaquant peut-être aux points faibles du monde multipolaire, je ne crois pas du tout que ce soit ce qui se passe. Je pense que les États-Unis ont en réalité tout misé sur la destruction de l'Iran. Ils pensent que, s'ils réussissent là où ils ont déjà échoué, ils seront alors en bien meilleure position pour s'en prendre à la Russie et à la Chine. Et je pense que rien de tout cela ne correspond à la réalité. Mais la réalité n'est pas vraiment la question, ici, quand on voit comment les maîtres de la guerre réfléchissent et mènent leur politique aujourd'hui. C'est bien ainsi que les événements se sont déroulés. Nous voyons maintenant la réalité de la situation se concrétiser. Et aujourd'hui, l'Empire américain, loin d'être une entité stratégique, un système de planification stratégique, est davantage sur la défensive,
dans sa manière d'essayer de gérer et de contrôler la situation qu'il ne l'est habituellement. Parce que d'habitude, ce qu'il fait, ce n'est pas de la stratégie. C'est une stratégie, vous savez, de domination, de pillage, de décisions prises à l'instinct. Aller partout où l'on peut pour détruire, voler, mentir, tricher et gagner autant d'argent que possible, acquérir autant de pouvoir et d'hégémonie que possible pour faire cet argent. C'est vraiment à cela que pensent les gens qui prennent ces décisions, ceux qui déclenchent réellement les guerres. Mais aujourd'hui, ça se heurte à un immense mur de briques. Ça vient s'y fracasser. Et c'est là où nous en sommes. Je pense que le plus gros problème ici, pour les États-Unis, c'est qu'ils devraient prendre du recul. Ils devraient probablement s'arrêter un temps. Ils devraient sans doute faire des concessions qui, en réalité, n'affecteraient pas si gravement l'Empire américain. Mais ils ne le peuvent pas, parce que s'ils le font, ce sera une immense victoire pour l'Iran. Une immense victoire pour le monde multipolaire. Ce sera aussi une concession et l'aveu qu'un processus est en cours dans le monde et qu'il ne peut être ni arrêté ni modifié. Et c'est une pilule bien trop difficile à avaler. Eh bien, Danny, laissez-moi simplement ajouter 2 ou 3 points. Amen à tout ce que vous venez de dire. Je voudrais juste ajouter quelques points. Et là encore, tout cela est étayé par les informations que nous avons le privilège et l'honneur de recevoir. Une ligne rouge très, très stricte a été communiquée à M. Trump par l'Iran, par l'intermédiaire Asim Munir. Et j'ai été expressément autorisé à en parler. Sinon, je n'en parlerai pas. C'était tout récemment, en fait il y a quelques jours. Et cette ligne rouge, c'était « Vous attaquez l'un de nos sites nucléaires », comme Trump menaçait de le faire. Je veux dire, il n'arrêtait pas de parler de frapper les sites nucléaires, de détruire les sites nucléaires, blablabla, d'éliminer le programme nucléaire iranien. Mais un avertissement est venu directement de l'ayatollah Mustafa Khamenei par l'intermédiaire d'Asim Munir à Trump. Directement à Trump. Si vous faites ça, l'Iran va faire exploser un engin nucléaire sur son propre sol pour démontrer que nous avons cette capacité. Et le monde va changer, et votre empire s'effondrera ensuite. Donc maintenant, la réalité de cela se voit dans ce qui se passe exactement sur le terrain. Les États-Unis n'ont frappé aucun site nucléaire iranien depuis 1 semaine environ. Restez à l'écart. Éloignez-vous de ça, bon sang. Donc quelqu'un dans l'administration Trump écoute les faits qui évoluent sur le terrain. Peut-être que c'est l'armée qui le fait. Peut-être que l'armée comprend cela. Je veux dire, en fait, tout le monde sait que le général Kane a parlé à Trump et lui a dit qu'une campagne de destruction totale de l'Iran ne marcherait pas. Un autre fait dont je pense que nous devons parler, c'est que tout cela, comme vous et moi le savons, et comme nous l'avons expliqué à notre audience, vise à soutenir le pétrodollar. Le régime du pétrodollar, mis en place il y a 50 ans pour faire revenir tous les dollars aux États-Unis, afin que les États-Unis puissent accumuler 40 000 milliards de dollars de dettes et ensuite financer toutes ces guerres. Eh bien, si les États-Unis frappent les infrastructures iraniennes, l'Iran, là encore, vous savez, un autre renseignement que j'ai reçu de mes sources, c'est qu'Asim Munir aurait dit à Trump, « Faites ça, et chaque base dans chaque pays qui accueille l'une de vos bases sera détruite, et ces pays ne survivront pas à la destruction de leurs usines de dessalement, à la destruction de ce qui leur permet de vivre. L'Iran, lui, peut y survivre. » L'Iran est un pays très, très diversifié. 90 millions d'habitants, beaucoup de montagnes, beaucoup d'endroits. Il peut se reconstruire, mais les pays du Golfe, eux, ne le peuvent pas. Donc apparemment, ça a fini par entrer dans la tête de quelqu'un chez Trump, et cela ne s'est pas produit. Les faits sur le terrain changent à mesure que nous parlons. À mesure que nous parlons, c'est ce que nous avons vu partout où les États-Unis ont commis des erreurs et se sont déplacés
comme, vous savez, comme un éléphant enragé, essayant de tout piétiner, sans rien accomplir, avant de finalement, vous savez, partir. Les faits sur le terrain sont donc cohérents avec nos reportages. Ils confirment tout ce que nous avons dit sur nos chaînes. Et le but de tout cela, évidemment, c'est d'informer l'audience mondiale. Une audience mondiale qui grandit et qui, heureusement, écoute désormais les médias indépendants que vous proposez. Je les écoute depuis très longtemps. Je les admire. Et je suis honoré que vous ayez décidé de prêter votre voix à ce que nous faisons. Ce que nous avons commencé à faire, c'est de présenter ces faits à notre audience, afin qu'elle soit informée que oui, le monde est en train de changer. Et c'est un basculement tectonique. Une fois que le régime du pétrodollar sera affaibli, réellement affaibli, les États-Unis ne seront plus l'hégémon qu'ils ont été. Et le Sud global va se lever. L'Eurasie va se lever. Nous vivrons dans un monde différent. Et espérons-le, à terme, un monde bien différent et bien plus heureux. Parce que nous ne serons plus gouvernés par des gens qui tirent profit de la création de guerre. Oui, ce sont d'excellents points. Et pendant que vous parliez, vous avez mentionné le pétrodollar. C'est stupéfiant de voir l'Arabie saoudite se présenter comme le bouclier des États-Unis à ce stade, alors qu'elle est absolument essentielle au pétrodollar. Qu'elle s'implique ainsi, de manière très directe, dans plusieurs dimensions de cette guerre régionale, d'une façon qui pourrait, et qui est déjà en train de dévaster ses capacités de production et de commerce du pétrole. Eh bien, cela devra être étudié pendant très longtemps par les historiens. Et je voulais aussi mentionner que, puisque vous parliez des usines de dessalement, des centrales électriques, et ainsi de suite, des infrastructures dans le Golfe qui sont très vulnérables, si les États-Unis tentent à nouveau d'attaquer des installations nucléaires en Iran, comme Trump l'a promis, possiblement dès aujourd'hui, en disant, eh bien, nous détruirons les ponts, nous détruirons les centrales électriques. Si cela se produit, même de manière limitée, l'Iran peut gravir, de façon très stratégique et calculée, une échelle d'escalade qui reste circonscrite à cette partie de la guerre. Autrement dit, il n'est pas obligé de détruire toutes les usines de dessalement en même temps. Il peut les viser une par une, puis une autre, puis une autre. Et les États-Unis, comme les pays du Golfe, ne peuvent rien faire pour l'en empêcher. Cela pourrait donc être une montée en puissance lente, surtout si l'Iran estime que les États-Unis ne sont pas capables d'attaquer l'Iran d'une manière qui puisse être décisive. Cela signifie que l'Iran a la capacité d'exercer une pression immense sur ces pays pour qu'ils arrêtent et cèdent ce qu'ils veulent. Et c'est ce qu'on entend constamment de la part de l'Iran. Il s'adresse directement aux populations de ces pays, aux habitants du Koweït, aux Abystan. Il s'adresse directement à eux en disant « Nous ne cherchons pas à nuire à vos intérêts, ni à les détruire. Non, ce sont les États-Unis. Ce sont les va-t-en-guerre. Ce sont eux. Ils cherchent à détruire la région. Et ils vont donner toutes les possibilités au peuple de ces pays de faire ce qui est nécessaire pour préserver leurs intérêts réels et réellement y répondre. C'est donc une campagne très calculée, très stratégique. Et elle prend en compte l'ensemble de la situation géopolitique, pas seulement le front militaire. Dans l'ensemble, on voit l'Iran dire presque un jour sur deux, lorsqu'il mène des opérations dans le cadre de ce qu'il appelle l'opération Tonnerre, en réponse à l'agression américaine, qu'il dispose de renseignements en Jordanie. Il dispose de renseignements au Koweït. L'Iran a des contacts avec, évidemment, certaines personnes, et probablement des personnes très proches des opérations militaires. Parce que, comme par hasard, à présent, chaque fois que l'Iran frappe, il vise quelque chose de très précis. Il frappe, par exemple, des hangars d'avions de chasse qui sont sans cesse réorganisés et déplacés, parce qu'il panique à l'idée que ses ressources et ses moyens soient touchés.
Donc ils les déplacent constamment. Les États-Unis, en ce moment, déplacent sans cesse leurs avions ravitailleurs. Ils déplacent constamment leurs avions de chasse, leurs drones, leurs systèmes de missiles. Ils déplacent toutes ces choses en permanence. Ils les déplacent. Ils essaient de déterminer où ils peuvent éviter d'être touchés, mais ils ne peuvent toujours pas l'éviter. Donc je pense que c'est partie de ce bouleversement tectonique. Non seulement les frappes iraniennes ont aveuglé les États-Unis, mais l'Iran voit mieux. L'Iran voit bien mieux qu'il ne le pouvait encore le 28 février, lors de cette première vague. Et je pense que c'est très révélateur. Je pense que cela pourrait faire partie d'un bouleversement tectonique. Certains plaisantent en disant que ce que la guerre américaine contre l'Iran et la guerre américano-israélienne contre l'Iran provoqueront, ce ne sera pas un changement de régime en Iran. Mais cela pourrait provoquer des changements de régime dans toute la région. Pour ceux qui ont été considérés comme des régimes soutenus par les États-Unis, et peut-être même, allons jusque-là, par les États-Unis et Israël, comme ceux du Golfe, comme MBZ et Mohammed Ben Salman, comme les monarchies de Bahreïn et du Koweït et d'autres pays. Je pense que c'est la tendance. C'est ce que nous voyons aujourd'hui exploser, en particulier avec l'Arabie saoudite, comme je l'ai dit plus tôt. Non seulement son économie se contracte, mais elle s'est désormais embourbée dans des guerres, non seulement impossibles à gagner, mais totalement désastreuses pour l'Arabie saoudite, l'Irak et le Yémen. Les États-Unis ne défendront pas l'Arabie saoudite sur ce terrain, parce qu'ils ne veulent pas se voir perdre sur plusieurs fronts dans la guerre contre l'Iran. Ils savent déjà une chose. Le Yémen ne cédera pas face aux États-Unis. Il ne l'a pas fait en mars dernier, et il ne le fera pas aujourd'hui. C'est donc un grand désastre pour les États-Unis. Et ça ne va faire qu'empirer. C'est là où, comme vous l'avez dit, les États-Unis ont une longue histoire. Ils finissent par devoir dégager de pays qu'ils ne peuvent pas vaincre, même de pays beaucoup plus faibles. Mais la question c'est, les États-Unis feront n'importe quoi pour préserver leur hégémonie. Alors, vers quoi vont-ils se tourner? De toute évidence, ils essayent de se tourner vers l'Amérique latine et de la pressurer autant qu'ils le peuvent. Mais dans la région de l'Asie occidentale, je pense qu'il y aura encore des tentatives désespérées. Comme l'a dit notre ami commun, et bien sûr, cofondateur de cette chaîne, Pepe Escobar, ce sera un dernier sursaut désespéré. Et qu'est-ce que ça pourrait être? Nous ne le savons pas. Cela ne changera pas les données du rapport de force sur le terrain. Mais cela pourrait tout à fait créer une situation catastrophique pour la région et surtout pour l'économie mondiale. C'est donc quelque chose qu'il faut absolument surveiller. Mais au bout du compte, je pense que ce que nous voyons, c'est que le monde est en train de... Vous savez, mon ami Mark Sleboda dit parfois, non. En réalité, nous sommes davantage dans un monde bipolaire, parce que la Russie, la Chine et l'Iran se renforcent considérablement, tandis que les États-Unis tentent désespérément d'empêcher leur affaiblissement continu. Et c'est pour cela qu'ils deviennent cette sorte de chien enragé, incapable de s'arrêter de mordre. Mais malgré tout, je pense que nous voyons réellement émerger un ordre mondial alternatif bien plus stable, ce qui donnera au reste du monde l'occasion d'apprendre de l'Iran et de travailler avec l'Iran, la Russie et la Chine. Et les États-Unis vont tout faire pour empêcher ça. C'est ce qu'il va falloir surveiller, alors que les États-Unis se retrouvent dans une situation où il n'y a pas de porte de sortie concernant l'Iran. Donc beaucoup de chaos, beaucoup de conflits encore, je pense, même si l'on arrive à la fin de partie avec l'Iran. Les États-Unis ne peuvent pas descendre du siège du conflit s'ils sont dirigés par ce que certains appellent la classe Epstein, les maîtres de la guerre, du capital, tous ces éléments-là. Ils bouillonnent vraiment de rage. Ils écument en se demandant comment ils peuvent arrêter tout ça. Cela veut dire que nous devons aussi nous attacher,
tout en analysant la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire très sombre pour l'hégémonie américaine. Eh bien, juste une précision supplémentaire, Danny, par rapport à ce que vous venez de dire. Je veux dire, cela va renforcer tout ce que vous venez de dire, et c'est tout à fait exact. Nous avons rapporté sur cette chaîne, il y a peut-être 2 ou 3 semaines, que l'Iran avait acquis des capacités extraordinaires grâce au système Beidou. Elles ont été facilitées. Nous l'avons révélé en exclusivité sur notre chaîne parce que nous avions accès à cette information par des techniciens pakistanais qui connaissaient très bien ce système et d'autres technologies. Cela venait de Chine, car le Pakistan et la Chine sont très très proches sur pratiquement tous les sujets, mais surtout en ce qui concerne les questions militaires. Des techniciens pakistanais ont été envoyés en Iran avec l'accord de la Chine et à la demande de l'Iran pour aider l'Iran à se mettre très très rapidement à niveau sur toutes les technologies chinoises liées à cette guerre, en particulier celles concernant le système Beidou et le système de guerre électronique. Et nous le voyons à l'œuvre en ce moment, surtout maintenant avec le soutien de la Russie également. Les États-Unis commencent donc à comprendre que le ciblage iranien, utilisant les renseignements fournis par la Russie et les capacités apportées par la Chine, est d'une précision telle qu'il peut toucher une cible à quelques centimètres près. Littéralement à quelques centimètres près. Nous en avons parlé sur cette chaîne il y a quelques jours. Larry, qui connaît très bien, qui s'y connaît beaucoup dans ces domaines, en a parlé très longuement. Et c'est pour cette raison que l'armée américaine, est nerveuse à l'idée de nouvelles actions plus agressives, parce qu'elle comprend que si vous attaquez l'Iran, juste après, il y aura une attaque ciblée contre un actif américain. Donc si l'Iran détruit toutes les infrastructures installées dans les pays du Golfe, ce qui veut dire qu'elles ne soutiennent plus la production de pétrole ni les exportations de pétrole, qu'arrive-t-il au pétrodollar? Il n'y a plus de pétrodollar. Les États-Unis auraient donc, en substance, commis un suicide en détruisant leur propre régime du pétrodollar, qui soutient leur dette de 40 000 milliards de dollars et qui s'effondrait alors. Donc, dernier mot pour vous, Danny. Oui, alors, compte tenu de ce que vous venez de dire, je voudrais répondre à certains contre-arguments que j'ai vus circuler sur les réseaux sociaux et ailleurs. Parce que je sais que certains voient cela et disent, en substance, les États-Unis ne se soucient pas de leur base militaire. C'est ce qu'ils disent. Ils ne se soucient pas de leur position militaire dans la région. Ces bases sont sacrifiées au profit d'un objectif plus vaste. À terme, étrangler l'Iran et, sur le long terme, placer l'Iran dans une situation où il serait plus docile. Certains citent même le modèle vénézuélien, par exemple, comme un avenir possible pour l'Iran. Et certains ont même essayé d'avancer que les dirigeants actuels en Iran seraient compromis et voudraient travailler avec les États-Unis pour conclure une sorte d'accord qui trahirait l'Iran et les Iraniens. Or, rien de tout cela ne correspond, même de près, à la situation réelle que nous observons sur le terrain. Mais je pense qu'un point important doit être souligné. En réalité, la position de l'armée américaine dans la région est très importante, et elle n'est pas forcément, entre guillemets, sacrifiée. Elle est simplement éliminée par l'Iran. Les États-Unis ne sont pas venus en Asie occidentale construire toutes ces bases autour de l'Iran, simplement pour dépenser de l'argent au profit du complexe militaro-industriel. C'est certes l'une des raisons. Mais une autre raison importante, c'est qu'ils pensent que cette présence militaire peut, à terme, affaiblir l'Iran et réduire toute forme d'alternative qui pourrait émerger dans d'autres parties de cette région. Parce que c'est la porte d'entrée vers l'Iran, vers l'Eurasie. C'est une porte d'entrée terrestre vers le monde depuis l'Est. C'est le corridor terrestre
de l'initiative des nouvelles routes de la soie. C'est aussi, à bien des égards, le corridor terrestre vers ce que la Russie, la Chine, l'Iran et le reste du monde veulent faire dans cette région, en vue de construire un monde multipolaire plus prospère. Je veux donc souligner qu'en réalité, ces bases ne sont pas seulement essentielles. Elles font partie, pas nécessairement d'une stratégie, mais de ce qu'on pourrait appeler une boîte à outils permettant à l'Empire américain d'atteindre ses véritables objectifs. Il n'a peut-être pas de stratégie sur la manière de concrètement mettre tout cela en place et de le faire. Non, ce serait beaucoup trop, vous savez, beaucoup trop communiste et planifié pour un empire impérialiste comme les États-Unis. Mais il dispose d'un ensemble d'outils qu'il aime généralement utiliser pour détruire et soumettre d'autres pays et d'autres peuples au pétrodollar, au système financier contrôlé par les États-Unis, et bien sûr aux affaires et aux relations politiques et militaires nécessaires pour y parvenir. Donc, l'Iran ne s'est pas contenté d'effacer les bases américaines et de contraindre les États-Unis, dans de nombreux cas, à se retirer de ces bases. Il a aussi érodé tous les autres outils que les États-Unis ont essayé d'employer dans cette guerre. Nous savons déjà que les sanctions et la guerre financière sont à ce stade extrêmement limitées dans leur capacité à épuiser l'Iran et à le rendre vulnérable à un quelconque changement politique favorable aux États-Unis. On le constate depuis des décennies, mais surtout aujourd'hui. Leur effet diminue de plus en plus. En réalité, cette guerre a endurci le peuple iranien. Elle l'a rendu encore plus disposé à sacrifier bien davantage qu'il ne l'aurait fait avant le 28 février de cette année, afin de vaincre les États-Unis et de préserver sa souveraineté. En réalité, les sanctions sont donc une arme bien plus faible qu'auparavant. Mais je pense qu'il y a aussi un autre élément. C'est la guerre par procuration. On a parlé de l'Irak tout à l'heure. Ces forces, ces Kurdes, je ne sais pas vraiment ce qu'il en reste là-bas. On voit déjà les défenses aériennes. Les États-Unis les retirent d'Irak. Je pense que ce que l'Iran a fait en Irak, pour affaiblir cette force armée potentielle, que les États-Unis tentent d'entraîner par l'intermédiaire du renseignement américain depuis de très nombreuses années, l'a probablement tellement affaiblie qu'elle ne constitue plus vraiment une force du tout. Parce que si vous suivez cette chaîne, la mienne et d'autres qui suivent ces évolutions, vous savez que chaque jour, nous rapportons que l'Iran frappe ses forces. L'Iran s'est donc attaqué, en réalité, à chaque élément de la panoplie dont disposent les États-Unis pour dominer un pays comme l'Iran. Une panoplie qu'ils ont utilisée dans d'innombrables endroits depuis 1945. Et je pense que c'est essentiel à comprendre, si vous voulez comprendre ou tenter de défendre l'idée que la position militaire des États-Unis n'a pas d'importance. Peut-être que, si vous voulez essayer de lire dans les pensées de ces malades à Washington ou de la classe Epstein, tous autant qu'ils sont, vous pouvez vous dire, bon, peut-être qu'ils ne se soucieraient pas tant que ça des bases militaires américaines. Peut-être que c'est ça. Mais ce qui les intéresse, c'est toute la panoplie. Donc, si les bases militaires deviennent inutiles, voire carrément un handicap, et si le reste de la panoplie paraît de moins en moins efficace, voire complètement érodé, alors de quoi l'Empire américain dispose-t-il pour s'imposer dans cette guerre, dominer et détruire l'Iran, et ainsi affaiblir le monde multipolaire? La réponse, c'est pas grand-chose. Je pense donc qu'il faut comprendre que ce n'est pas seulement une campagne menée par l'Iran pour affaiblir militairement les États-Unis dans la région. Et il est infondé de dire que les États-Unis ne se préoccupent pas de leur base militaire. En réalité, les États-Unis n'ont jamais eu les capacités de protéger leur base militaire. Ils n'ont jamais imaginé que l'Iran puisse frapper de cette manière. Ils n'auraient jamais cru que l'Iran tirerait 9000 missiles et drones depuis le 28 février.
Et ce chiffre de 9000 ne semble avoir absolument aucun effet sur ce qu'il peut faire dans les mois, voire les années à venir. Je n'aurais jamais cru cela, parce qu'il n'avait pas les renseignements qu'il pensait avoir. Il est même probable qu'il n'ait pas essayé aussi sérieusement que beaucoup le pensent, que les États-Unis et Israël aient essayé de recueillir des renseignements. Ils cherchent Mojtaba Khamenei en ce moment. Ils disent ne pas pouvoir le localiser. Et la raison, c'est qu'ils ont utilisé la guerre de manière agressive, ce qui a essentiellement affaibli leur position en tant que force légitime avec lesquelles les gens veulent collaborer en matière de renseignement. Ils perdent donc des capacités de renseignement, en plus de tous les autres outils de leur boîte à outils. Et ça, je pense que c'est la véritable histoire. En réalité, ce qui compte peut-être davantage aujourd'hui, c'est la position militaire des États-Unis. Et maintenant qu'elle s'érode, parce que tous les autres moyens sont épuisés. Je voulais donc insister là-dessus, parce que je vois beaucoup de gens considérer ça comme, vous savez, une sorte de jeu. Une sorte de... Ce ne serait qu'un jeu auquel jouent les États-Unis, et ils finiront par trouver, vous savez, certaines personnes, telle personne, telle autre. Vous savez, elle serait compromise. Les gens essaient de voir ça comme une sorte de, je ne sais pas, d'opération à la James Bond. Il y aurait une manipulation, une sorte de, vous savez, idée selon laquelle tout le monde serait de mèche. Mais non. Je pense que ce que nous voyons, c'est que l'Iran a ses propres intérêts. Le peuple iranien a aussi des intérêts. La région a ses intérêts. Et ce que fait l'Iran, c'est qu'il se bat comme un diable pour défendre les siens. Il considère aussi la situation régionale comme une grande occasion de s'en prendre aux États-Unis d'une manière qui créera des solutions durables à ce problème qu'est l'Empire américain, au moins comme un pas dans la bonne direction. Et je pense que c'est ce que nous allons continuer à voir de la part de l'Iran. Je pense aussi que cela aura des répercussions dans le contexte régional et mondial. Voilà tout ce que je voulais dire. Je voulais le souligner, parce que je pense qu'il est important de contrer ce qui relève souvent, à mon avis, de soupçons peut-être dénués de faits et peut-être de nihilisme. Peut-être aussi d'un peu de fatigue face à ce qui va être une longue guerre, et qui est déjà, à bien des égards, une longue guerre. Eh bien, merci, Danny. Merci infiniment. C'est un grand honneur, un vrai privilège de vous avoir ici. Et à notre public, j'espère que vous avez apprécié cet échange autant que moi. Danny est un intervenant très respecté, avec une voix qui lui est propre, très singulière. Nous l'accueillons à bras ouverts sur notre chaîne parce qu'il apporte une perspective, une dimension que nous n'avions pas. Notre objectif est de vous fournir une information sans farde, et Danny le fait assurément. Nous espérons que vous le retrouverez chaque semaine à cette même heure sur cette chaîne. Il viendra enrichir et élargir le contexte de tout ce que nous vous apportons et de tout ce qu'il vous apporte. Alors merci beaucoup, Danny. Et à notre public, si vous aimez ce que nous faisons, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Rendez-vous sur le Substack, Transition Protocol, devenez membre payant. Nous vous enverrons tout cela directement dans votre boîte mail chaque semaine. Et nous espérons vous revoir, Danny. Merci infiniment. Merci, je vous remercie. Au revoir.